Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Et voilà. C'est parti pour un mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs ce matin. On reviendra notamment sur, par exemple, les déjeuners surprises et secrets d'Édouard Philippe, par exemple. Les dîners. Oui, avec Marine Le Pen. Oui, mais on verra qu'il a eu d'autres déjeuners et qu'il y en a d'autres qui se sont organisés. Vous êtes très informé, Jérôme Dubus. C'est parfait. Vous allez nous en dire plus. Formidable. Et puis on reviendra sur la pression que met le Front de gauche, le Front populaire, sur le président de la République pour qu'enfin il se décide à convoquer ou à désigner un nouveau Premier ministre, le cas échéant. Pour la Constitution, en tout cas, ne lui impose pas. Et puis, on verra bien qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et puis, Édouard Philippe a fait une proposition hier, justement, d'une coalition, un accord technique, dit-il, entre LR, par exemple, et puis Ensemble. Avec nous, Virginie Leguet, de France Télévisions, France Info TV. Merci de votre présence. Rani Slimane, militant de quartier populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire. Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, et on a eu un passé commun, France Inter, vous avez été journaliste, vous aussi. Et Jérôme Dubus, membre du pôle Idées d'Horizon. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Rani. Oui, alors moi je commence avec quelque chose de absolument pas politique, parce que je pense que comme beaucoup de monde, on commence un peu à souper de tout ça. Il y a les Jeux Olympiques. Qui vont avoir lieu. Il paraît. Ça a été un petit peu oublié. Et en fait, on a des athlètes assez extraordinaires. Il y a une nouvelle discipline qui fait son apparition, qui est le breakdance. Et on a un immense champion issu d'une grande ville qui s'appelle Montpellier, où les gens sont formidables. Il s'appelle Khalil. Et moi, je l'ai connu tout jeune. Vraiment tout jeune. Et là, c'est une grande chance de médaille pour la France. C'est un danseur extraordinaire. C'est un grand artiste. Et je voulais juste célébrer à travers lui tous nos athlètes, notamment des C'est sports. du sport le breakdance ou c'est de la danse? Alors là, c'est un long débat, je pense qu'on n'a pas 2 heures. Mais moi, personnellement, je considère que c'est un art, pas un sport. Mais en tout cas, c'est comme ça, mi-chemin, c'est rentré en tant que discipline olympique. Oui, mais du coup, pardon, je fais un peu de provoque. Est-ce que c'est pas un peu démago? Le karaté, qui est un vrai sport, le voilà disparu à cause du breakdance. Il n'y avait pas la place pour les deux à la fois. Eh ben, écoutez, moi, je pense qu'il y avait la place pour tout le monde. Mais je suis pas au CIO et vous non plus. Donc, on n'a pas trop eu le choix. Non, très bien, mais est-ce que c'est pas en tout triste, cas, moi, alors que vous-même vous dites c'est de l'art et plutôt que du sport? Non, c'est de l'art avec une grande dimension. Je vous inviterai moi je suis ancien pratiquant, je vous inviterai à on va voir si c'est pas du sport. On va tout savoir. On verra si c'est pas du sport. Mais en tout cas, c'est le quelqu'un karaté fort. ou le breakdance? Les deux. Les deux. Et Vous pratiquez les deux? j'ai fait un petit peu de karaté plus jeune aussi, mais surtout de la danse. Et Khalil, ce qui est extraordinaire, c'est quelqu'un qui du coup a un parcours. Il a repris ses études de médecine. Il est en 2e année. Il sera pour un grand médecin. Et donc ça fait plaisir de voir cette jeunesse. Je fais de la provoque, mais on espère qu'il va gagner et qu'il va amener une médaille d'or. Une médaille d'or pour la France. Bien sûr. Jérôme Dubus, on reste avec vous avec un coup de cœur. On fait toujours dans le sport. Dans le sport. Non, c'est un coup de cœur. Malgré la défaite, c'est un coup de cœur à Didier Deschamps. Voilà. Moi aussi, j'en ai un peu soupé de la politique, mais enfin, on va parler que de ça pendant 1 heure, donc préparons-nous. Il faut s'y préparer, mais en réalité, Didier Deschamps, l'équipe de France a échoué hier, tout le monde le sait. C'était attendu parce que l'Espagne est largement au-dessus. Oh bah oui, l'Espagne a gagné tous ses matchs depuis le début de cette compétition. La France, on a bien vu que c'était un peu cas. C'était un peu difficile en poule de qualification parce qu'elle a terminé 2e derrière la Suisse avec 2 matchs nuls, quand même un peu difficile, et on a bien vu que l'Espagne était au-dessus du lot. Bon, donc Didier Deschamps, son parcours, il est arrivé en 2012 comme entraîneur de l'équipe de France de football. Il est là théoriquement jusqu'en 2026, et moi je trouve qu'il a été un très grand entraîneur. Bien sûr. Alors, il y a un petit côté dans votre coup de cœur. On l'embrasse, on le remercie, mais en gros, s'il pouvait commencer un peu à dégager. Ah non, mais ça, c'est vous qui le dites. J'ai entendu hier soir les supporters réclamer l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Et ce matin, Mauricio, chroniqueur football de l'été sur Sud Radio, disait chez Benjamin Glaise, au revoir, faut qu'il sorte des chances. Je ne sais pas si ça se fera. En tout cas, moi, je trouve qu'il a été un grand entraîneur. Il a gagné la Coupe du Monde en 2018. Et il a mené l'équipe de France en finale au Qatar en 2022, 4 ans plus tard. Il n'a pas eu de très bons résultats en Coupe d'Europe.
c'est vrai. Ah oui, carrément, on a été sorti en 2021 de manière un peu bizarre par la Suisse. Puis rester assis hier sur le banc, on se dit bon sang, il est où quoi. Voilà. Non, il était présent. Mais peut-être qu'il y a une certaine usure. Hein. Moi, au bout de 12 ans, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, voilà, c'est possible. Mais donc en bravo, tout cas, merci les honneurs, mais je trouve qu'il a été. Non, mais je reste sur ma position initiale. Je pense qu'il a été le meilleur entraîneur de l'équipe de France. C'est une légende de football. On peut dire c'est une légende. On peut le dire. Donc chapeau pour lui. Non, chapeau pour lui. Malgré hier soir. Geneviève, alors coup de gueule, coup de cœur. Alors c'est une info en fait, et je dirais plutôt un coup de cœur quand même, parce que je pense que c'est une bonne décision. Hier, Kémy Séba a perdu sa nationalité française. Il faut rappeler qui est Kémy Séba. Alors Kémy Séba, c'est un activiste suprémaciste noir qui tient des discours très violemment anti-français. Il a été condamné il a été condamné pour des propos racistes à plusieurs reprises, disons-le. Donc c'est une réalité. Et je pense qu'à un moment, il faut savoir se faire respecter, et il faut prendre la mesure des enjeux aussi. Bien évidemment, il n'a pas perdu sa nationalité parce qu'il se bat contre le néocolonialisme ou je ne sais quoi. Tout le monde a le droit dans ce pays d'avoir tous les combats qu'il veut. Hein. Soyons très clairs, parce que là, on entend ça... Tant que c'est intellectuel et qu'on n'insulte pas les autres, c'est ça que vous dites. Tant qu'on n'insulte pas les autres, tant qu'on ne se bat pas contre son pays, en fait. Voilà. Et lui se bat contre les intérêts de son pays avec des financements qui ont été démontrés par Jeune Afrique et par Die Welt lors d'une enquête, d'une vraie enquête. En 2018-2019, il aurait reçu, enfin d'après ces deux journaux, 440 000 € de la part de Wagner. Récemment... milice russe pro-Poutine. Voilà, milice russe pro-Poutine. Récemment, il a inventé, parce qu'il invente beaucoup, c'est le roi de la fake news, il a inventé que des troupes françaises seraient basées au Bénin et utiliseraient des légionnaires noirs pour faire croire qu'il s'agit de soldats béninois. Donc c'est un vrai déstabilisateur. Est spécialiste des mensonges sur l'Afrique. Hein. Absolument. Ils ont accusé les troupes françaises de meurtre qu'ils n'avaient pas commis. Tout à fait. Donc son objectif, c'est de salir l'image de la France. Donc le coup de cœur, c'est pas pour Kémy Séba, mais c'est bien pour la décision de justice. C'est la décision absolument du Conseil d'État, publiée hier donc au journal officiel, de perte de nationalité. Il est important de se faire respecter. Il est important de prendre enfin la mesure de l'enjeu de déstabilisation au Sahel et dans toute l'Afrique, de ces discours anti-français absurdes, fondés sur de véritables fake news, mais qui malheureusement, via les réseaux sociaux, font de véritables ravages. Geneviève Götzinger. Mais lui, il avait la double nationalité. Absolument. Sans ça, il n'aurait pas pu perdre la nationalité française. Oui, mais franco-béninois. Ah, béninois, c'est ça, d'accord. Oui, Geneviève Götzinger, spécialiste de l'Afrique. Non, mais pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps pour qu'il perde sa double nationalité ? J'avoue que... voilà la question, en fait. Parce qu'il y a des lois, il y a des procédures. Long. Bah oui, c'est long. Et pendant ce temps-là, les mais le Conseil d'État a tranché, finalement. D'accord, mais c'est très long. Oui, mais vous voulez pas vivre en dictature, Jérôme. C'est pas vous qui... Non, mais c'est pas la dictature. Le fait d'accélérer les procédures judiciaires, je suis désolé, c'est pas une dictature. Non, j'entends bien, mais là, pourquoi les accélérer ? Je suis pas comme Ségolène Royal qui trouvait que la justice chinoise était exceptionnelle. Vous vous souvenez. Alors, Virginie Leguet, vous allez nous ramener à la politique. Et oui, c'est ma discipline, ma petite discipline à moi, donc j'y reviens malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Et moi, aujourd'hui, mon coup de gueule, en fait, il concerne l'ensemble de notre classe politique française, qui, je trouve, n'a pas du tout été à la hauteur des résultats du second tour. Si je résume rapidement la question première qui était posée aux électeurs qui se sont déplacés pour le second tour, et ils ont été très nombreux à se déplacer, c'était: est-ce que vous voulez une majorité absolue pour le Rassemblement national ? Ils ont répondu non. Pour autant, leur réponse électorale était beaucoup plus équilibrée que ce qu'on pouvait attendre. D'ailleurs, personne n'avait imaginé l'ordre d'arrivée. Et il y a effectivement le groupe du Nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête, d'une courte tête, suivi par Ensemble qui s'en sort pas si mal, et suivi par le Rassemblement national, qui est le seul de ces trois blocs qui ne forment qu'un seul parti, et qui a aujourd'hui le plus grand nombre de députés dans l'opposition. Et ce que je vois depuis le deuxième tour, c'est que face à cette attente des Français d'une forme d'entente, d'une forme de on se débrouille pour passer sur nos désaccords, pour gouverner. On se débrouille, même si on s'est dit beaucoup de mots peu aimables aux européennes et à la législative, on se débrouille pour se serrer les coudes et assumer nos responsabilités. Mais qu'est-ce qu'on voit ?
pardonnez-moi, mais on voit la France Insoumise parler haut et fort et dire, nous on revendique Matignon, on revendique Bercy, c'est pour nous, c'est à personne d'autre, et on voit tous les partis faire quasiment de même, et on voit la droite qui dit, ah non, nous, pour l'instant, on veut pas d'alliance avec Emmanuel Macron, qu'on combat depuis 7 ans. Et alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce sera peut-être notre première question. On y reviendra dans un instant. Il y a une petite page de publicité, il faut bien vivre, et on se retrouve à 11h tout de suite, vous tous, et vous relancerez ça, Virginie. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord avec Virginie Leguet, Rani Slimane, Geneviève Gotzinger et Jérôme Dubus. Alors, je voudrais comprendre, Virginie, ce qui vous tracasse à ce point-là, alors même qu'on est en train de changer de culture politique, on le voit bien, et qu'on revient à une forme de parlementarisme. Et au fond, vous avez l'air de le dénoncer, alors même qu'au fond, c'est un peu ce que les électeurs ont souhaité, les Français, les citoyens français. Alors, les électeurs ont dit, bah voilà, 3 blocs, presque également minoritaires, voilà, et ben faut discuter pour s'entendre maintenant. Eh ben c'est ce que je dénonce, c'est pas le résultat des électeurs, au contraire, je le salue en disant que c'est un résultat que j'ai trouvé pour ma part très modéré face à la tension qui a régné tout au long de cette campagne des législatives. Ce que je dénonce, c'est l'attitude de la classe politique face à cette nouvelle donne. C'est leur façon de dire, c'est moi, pas les autres. Je rappelle que globalement, tout le monde exclut le Rassemblement national, une partie des autres exclut la France Insoumise, et finalement, on n'arrive même pas à s'entendre entre modérés. Et personne, jusqu'à présent, ne fait le moindre pas vers les autres. C'est ça que je dénonce, c'est exactement ça. C'est leur irresponsabilité, leur, je trouve, infantilisme, leur ego, leur prétention face à ce que demandent les électeurs. Les électeurs, finalement, et j'en termine, ils ont imposé à l'Assemblée nationale une forme de proportionnel, avec le scrutin uninominal à 2 tours, malgré le scrutin uninominal à des tours. Et qu'est-ce qu'on leur dit face à ça? Ah ben non, moi, je représente 70 députés, je veux gouverner le pays. Il y en a qu'un qui parle comme ça, c'est Mélenchon. Pas que lui, malheureusement. Lui et ses troupes, effectivement, parlent comme ça. Mais la droite dit, ah non, nous, les macronistes, c'est affreux, c'est nos ennemis. Personne ne veut prendre l'initiative de dire, allez, on y va, on se met au boulot, on essaye de trouver des points d'accord et on les applique le temps qu'il faudra pour diriger le pays. Après tout, il s'agit de ça. Ouais, alors, moi, j'ai des retours de gens qui vivent dans un régime parlementaire, qui est en Espagne, à Madrid ou à Barcelone, et qui sont choqués de la position de certaines coalitions potentielles qui sont arrivées numériquement derrière et qui veulent court-circuiter, enfin qui ont la volonté de court-circuiter le résultat. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les Espagniels pour dire que c'est pas ça le... Personne ne veut court-circuiter le résultat. Il n'y a pas de majorité absolue. Tout le monde est loin de la majorité absolue. Dans un régime parlementaire, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme partout, la coalition arrivée en tête doit se mettre d'accord. Si elle se met pas d'accord, il y a une deuxième potentielle coalition, voire une troisième, voire une quatrième qui prend la suite. Mais il y a un ordre d'arrivée qu'il faut respecter. Mais c'est quoi l'ordre d'arrivée ? L'ordre d'arrivée, je ne sais pas si vous êtes peut-être pas au courant, mais le Front populaire est arrivé. Mais le nouveau Front populaire, c'est artificiel. C'est un cartel électoral. Ils ne s'entendent sur rien. Donc, ils sont d'accord sur rien. Vous êtes content qu'on soit dans un régime parlementaire. Vous êtes content qu'on soit dans un régime parlementaire. Et lorsqu'il y a un régime parlementaire qui se met en place... J'ai jamais dit que j'étais d'accord pour un régime parlementaire. Non, mais moi, je suis satisfait de la 5e République. Donc, mais on a dû célébrer le résultat des urnes. Je la défendrai jusqu'à ma mort. Je suis complètement d'accord. Moi aussi, je suis très pro parlementaire. Mon souvenir dans un régime... En tout cas, là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, vous l'avez dit, la force est au Parlement maintenant. C'est un fait, qu'on soit d'accord ou pas. Mais pas du tout. Et donc, du coup, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Et donc, du coup, c'est les groupes politiques qui composent la représentation nationale qui se mettent d'accord. Mais Rani Slimane, même si on vous entend, il y a un truc qui m'interroge quand même, parce que à l'heure qu'il est, d'abord, et pour que le président de la République aille désigner ou appelle, le cas échéant, dans l'ordre d'arrivée que vous venez de citer, il faudrait déjà que ceux qui sont les constitutifs... Ben oui, et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. En Belgique, ça a mis 2 ans. On peut laisser 2 semaines. On va pas attendre que les 3 partis de gauche se mettent d'accord. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bien sûr que si, on va laisser 2-3 semaines. Mais c'est incroyable, vous voulez un régime parlementaire, mais pas comment ça fonctionne. C'est que ce sont les mêmes qui aujourd'hui mettent la pression sur le président, qui pour autant ne sont pas d'accord pour lui proposer un nom. Alors qu'ils sont en train de se mettre d'accord sur ça. On est d'accord. Mais en même temps mettre la pression sur le président. Parce que le président a laissé passer. Alors je tiens à revenir sur 2 choses. Il fait
Il a fait laisser passer un certain nombre de ballons d'essai, notamment sur la question de certains articles de la Constitution des pleins pouvoirs, ce qui est quelque chose qui a fuité et qui était très maladroit de la part du président. Deuxièmement, pendant la campagne. Et deuxièmement, évidemment que on doit laisser la première coalition arriver en tête. Et si elle n'arrive pas à se mettre d'accord, ce qui est possible, ça sera une deuxième coalition. Si on reprend, mettons les choses au point. Arithmétiquement, la coalition, c'est-à-dire le bloc qui veut gouverner ensemble. Ça peut être 2 partis, ça peut être 3 partis. Le bloc arrivé en tête, c'est Ensemble plus LR. Ça fait 230 députés. Non, mais c'est pas un bloc. C'est votre souhait, mais c'est pas un bloc. Je vous suggère d'être honnête, c'est pas un bloc. Je suis honnête, ça fait 230 députés. La gauche, pour le moment, honnêtement, Jérôme, ceux qui ne sont pas présentés comme un bloc, Renaissance et LR. Désolé, je suis désolé. Ceux qui sont le plus proches les uns des autres, c'est LR plus ceux qui peuvent. Est-ce que je peux terminer sans être interrompu? C'est une construction politique, ça. Non, mais c'est compliqué. Alors aujourd'hui, ceux qui sont le plus proches les uns des autres, c'est LR plus Ensemble. Je suis désolé, quand on regarde les programmes, ça pourrait être cohérent au niveau programmatique. Ça fait 230 députés. Peut-être que ça peut aller jusqu'à 240 parce qu'il y a des divers qui pourraient revenir dans cette coalition. Donc dire qu'aujourd'hui la gauche, qui est très divisée, qui est d'accord sur rien, qui a fait un cartel électoral pour sauver les meubles. Ils ont sauvé les meubles, très bien. Ils ont un programme, mais ils ne sont d'accord sur rien. Ils ont un programme. Absolument sur rien. Enfin, c'est hallucinant. Alors, moi, je voulais quand même réagir effectivement au coup de gueule de Virginie. Bon, c'est quand même compliqué, ces coalitions, parce qu'on parle beaucoup de grosses coalitions, on dit qu'il faut qu'il y ait des coalitions qui se créent, etc. Mais on parle de l'Allemagne, on parle de la Belgique. La différence quand même avec l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, vous n'avez pas un président de la République élu au suffrage universel. Juste. Alors qu'en France, vous l'avez, et qu'en fait... Et puis il a d'autres pouvoirs, c'est écrit dans la Constitution. Oui, mais cette réalité de constitution d'une coalition, elle se heurte aux ambitions des uns et des autres pour 2027. Vous êtes aujourd'hui Laurent Wauquiez. Pourquoi est-ce que vous iriez... Il n'en veut pas de la coalition. Pourquoi est-ce que vous iriez... Là, je m'adresse à Jérôme, vous êtes Laurent Wauquiez, donc le candidat a priori des Républicains en 2027. Pourquoi est-ce que vous iriez... C'est pas fait. Non, c'est pas fait, mais c'est bon. Possible. Non, c'est loin d'être fait. Bon, non mais vous m'interrompez pas non plus, cher Jérôme. Donc, vous êtes Laurent Wauquiez, vous êtes qui vous voulez. Vous mettre à la place de Laurent Wauquiez, Jérôme. Voilà. Vous êtes Claude-Édouard Philippe. Voilà. Non, mais parce que vous avez parlé des Républicains. Oui. Vous êtes Laurent Wauquiez, ou vous êtes un prétendant des Républicains à l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que vous allez aller filer un coup de main à Emmanuel Macron pour finir son quinquennat? Parce qu'il s'agit de la France. Il s'agit de faire fonctionner la France, et que les Républicains ont toujours été un parti de gouvernement qui a pris ses responsabilités chaque fois qu'il le fallait. Voilà, se mettre dans l'opposition, moi je veux bien, mais c'est totalement factice. Enfin, moi je discute avec des gens des Républicains, on est d'accord sur tout. Je finis d'abord. Je vous réponds. Faire fonctionner la France, non, ça ne fera pas fonctionner la France, puisque ce sera néanmoins une majorité relative. Donc de toute façon, ça ne fera pas fonctionner la France. Donc on gardera tous quand même à l'esprit cette question. Comment, et le Rassemblement national veulent voter des motions de censure ensemble. Pourquoi le président de la République, qui avait une majorité relative supérieure à toutes les majorités relatives qu'il essaie d'envisager en ce moment, a détruit sa majorité relative et se retrouve aujourd'hui à essayer de reconstruire une autre majorité relative inférieure à celle qu'il avait. Enfin, ça relève de quoi, faut lui poser la question. Vous avez vu que le terme d'irresponsabilité adressé à l'égard de... Je maintiens totalement. Ouais, ça a fait réagir, parce que vraiment là vous avez piqué au vif tout le... Alors moi je suis navré, j'avais un coup de cœur qui est aussi un coup de gueule, mais je sens qu'il va falloir que je le ravale, parce que même vous, alors vraiment, personne n'a diffusé hier les images de ce décollage, personne ne s'est intéressé à ce qui est pourtant le grand succès technologique et même on peut dire économique essentiel pour la France via l'Europe, c'est celui du vol inaugural réussi, du tir réussi d'Ariane 6. Il y aura 29 lancements déjà programmés, c'est un énorme lanceur, grâce à Ariane 6, grâce à Ariane Espace, grâce aux équipes techniciens, ouvriers et ingénieurs de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et du CNES, le Centre national français d'études spatiales, eh bien on retrouve une forme de souveraineté, c'est-à-dire qu'on dit à Elon Musk, t'es bien gentil avec ton SpaceX, mais non, reste chez toi. En tout cas, nous on peut tirer aussi des satellites, et des satellites stratégiques pour l'économie notamment, sans être obligé d'aller les faire tirer de l'autre côté de l'Atlantique.
Et ben l'air de rien, c'est fondamental. Mais là, personne ne s'y intéresse. Il y a même eu une scène incroyable hier soir. Je regardais ça, je zappais évidemment pour préparer l'émission. J'étais sur CNews et Pascal Praud disait à son alors on l'envoie quand l'image? Et puis tout d'un coup, Michel Chevalet se retourne et dit non mais je le vois sur mon portable, mais ça y est, elle est déjà partie. Vous voyez, c'est vous dire que même la régie technique n'était pas prête. Bon, voilà, on va passer à autre chose dans un instant. C'est un grand succès, vous avez raison. Mais c'est dommage parce que c'est l'économie et c'est la réalité de ceux qui construisent tous les jours, ouvriers, techniciens, ingénieurs, etc. Et puis finalement, ça, on a l'impression qu'on s'en fout un peu. C'est ça mon coup de gueule. On est dans une période un peu extraordinaire aussi. Allez, on revient dans un instant et on va parler menu d'un grand dîner. À tout de suite, Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Et on va voir s'ils se mettent d'accord, Virginie Leclerc, Rani Slimane, Geneviève Götzinger et Jérôme Dubus. Notamment Jérôme, vous qui êtes du pôle idée d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Alors, vous êtes heureux d'apprendre tout d'un coup, vous le saviez peut-être déjà, que votre champion, Édouard Philippe, est allé dîner avec Marine Le Pen. C'est choquant ou au contraire, ça vous paraît normal? Je trouve pas ça choquant du tout. Il y a des tas de gens qui dînent avec Marine Le Pen. Enfin, 10 millions de voix, 30%, 13 millions de voix à la présidentielle, et on voudrait ne pas dîner avec Madame Le Pen. Moi, je vois pas quel est le sujet. Enfin, pardon, Monsieur Dubus, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Dîner avec Marine Le Pen, déjà, ça peut poser question. Mais pourquoi? Un dîner, je vais jusqu'au bout si vous m'y autorisez. Mais un dîner secret, là, ça pose doublement question. Soit on parle avec effectivement tout le personnel politique, y compris ceux qui sont dans une opposition, et on le fait à visage découvert. Mais le dîner secret, et en plus l'explication d'Édouard Philippe que j'ai entendue, qui me paraît alors là pour le coup sidérante, qui dit on a constaté que nous avions des désaccords très profonds. Super la découverte. On a le droit de discuter avec les gens. Ça veut dire qu'ils n'en avaient pas avant, ils ne le savaient pas, ils l'ont découvert. C'est une réaffirmation de désaccord. Et puis pardon, très bien. Parler politique autour de la poire et du fromage avec d'autres gens, chez Thierry Solaire, moi ça me paraît pas très sérieux. Alors Thierry Solaire, il faut rappeler qui c'est un des conseillers officieux du président de Macron. Il a été député de Boulogne-Billancourt, a été mis en examen, et il y a quelques pourquoi trouvez-vous ça étonnant? Je termine vite, Jérôme, je termine vite. Et en plus, il me semble, moi, que cette politique des portes fermées, mais j'ai la même réserve quand je vois les 4 partis du nouveau Front Populaire qui disent ah ben non, on se réunit dans un lieu secret parce qu'on veut pas de journalistes. Alors ils sont très contents d'aller sur les plateaux dire c'est nous, on veut Matignon, c'est pour nous, mais les négociations qui patinent et qui sont très longues, là on les fait portes fermées. Au moins, Édouard Philippe, il a eu le mérite de reconnaître que ça s'était passé. Il y a un certain nombre de gens qui dînent avec Marine Le Pen vont des qui disent ah non mais je ne l'ai jamais vu à un stade où on doit applaudir les gens qui disent la vérité. Enfin c'est grave quand même. Moi en tout cas, j'ai des tas de gens qui déjeunent ou qui dînent avec Marine Le Pen qui disent croix de bois, croix de fer, je ne l'ai jamais vu. Moi j'ai une proposition, et d'ailleurs peut-être pour le pôle idée d'Horizon, j'ai une proposition concrète. Si Monsieur Philippe a besoin d'une fiche Bristol pour savoir qui pense quoi, je l'invite à manger avec moi un kebab, ça prendra un petit quart d'heure et je lui expliquerai qui pense quoi. C'est vous qui payez l'addition? Avec plaisir. Et non mais franchement, plus sérieusement, en fait déjà moi sur Édouard Philippe, avant l'élection, il avait quand même une certaine aura, il avait pourtant c'est pas mon bord politique, je le cache pas, mais il avait une certaine aura, une certaine voilà, quelque chose. Là, la première position qu'il a pris pendant la campagne au deuxième tour avec son nini qui était un marchepied au Front National, très clairement. Mais pas de raciste, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, on peut en discuter de qui est raciste, mais en tout cas, le nini, ça a été vraiment quelque chose qui, pour moi, a écorné son image. Et là, le souci, c'est qu'on passe de marche-pied maintenant à passe-plat, parce que là, ils ont mangé ensemble. Non, mais donc, en fait, c'est quoi l'objectif? On a le droit de manger avec les gens. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi l'objectif? Y compris si c'est Marine Le Pen. C'était quoi l'objectif? C'est pas un acte politique de déjeuner avec quelqu'un, non? Par contre, l'acte politique, c'est ce qui se dit. Et moi, je pense qu'on mange pas juste pour savoir comment se sont passées les vacances. Il y a des tas de gens qui ont mangé pendant des années avec Jean-Marie Le Pen. Non mais alors attendez, j'ai une question quand même, Rani, parce que moi je suis quand même estomaqué par le fait que le fait de dîner tout d'un coup avec un adversaire politique assumé comme tel de très longue date, sur lequel on peut même revenir sur la fracture, qui est vraiment, il n'y a pas de passerelle possible. Le fait de dîner en revanche avec des gens qui ont les mêmes missions ou parfois les mêmes fonctions, pas Premier ministre, pas Marine Le Pen, mais députée, il l'a été, elle l'est à nouveau réélue, ça fait la une d'un journal comme Libération qui parle de liaisons dangereuses, les dîners secrets de la Macronie et du RN. Je vais pas vous expliquer à vous que la presse est libre et que c'est bien qu'on ait une pluralité de presse et que certains s'écrivent dans le Figaro. Vous ne répondez pas, là, voilà, dans le Figaro. Non, je vous réponds sérieusement. Dans le Figaro, c'est pas cette une. Ça vaut la une. C'est pas la une du Figaro.
C'est la une de Libération. Très bien, c'est un peu logique. On va pas s'étonner de ça. Non, par contre, moi, ça vaut la une parce que c'est eux qui le sortent. C'est tout. Voilà, c'est leur enquête et c'est eux qui le sortent. En tout cas, sur le repas. Ils ont l'impression de faire un scoop. Moi, je suis méditerranéen. Le repas avec quelqu'un, c'est vraiment sacré. Moi, j'ai déjà entendu Monsieur Philippe, par le passé, dire des mots très durs contre le Front National et ne pas les qualifier d'adversaires, mais potentiellement, et même si je sais que certains n'aiment pas ce mot-là, d'ennemis de la République. Donc moi, je mange pas avec mes ennemis. Alors, Jérôme... Par contre, quand il y a une motion de censure et que vos amis de LFI acceptent les voix du Front National ou du Rassemblement National, vous ne dites rien. C'est beaucoup plus grave qu'un dîner, ça. Ça, c'est dans l'ancienne législature. Oui, de faire tomber le gouvernement. Oui. Mais c'est pas. Alors là, vous trouvez ça génial. Je n'ai pas le souvenir. Là, vous dînez pas. Non, ce que vous dites est faux parce que le Rassemblement National a voté avec LFI à plusieurs reprises. Vous n'avez trouvé rien. L'ensemble de la gauche n'a jamais voté une motion du Front National. Non, l'inverse, oui. Ah, mais ça, on peut pas contenir le Front National. C'est la rhétorique ce que vous faites. C'est très malhonnête. Bien. On n'a rien compris à votre échange. Recommencez, Rani, répondez, Jérôme. Moi, je dis rien entendu. Moi, je m'appelle Rani. Non, moi, j'ai compris. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a une motion de censure de LFI qui est soutenue ou qui est votée par le Rassemblement national, ces messieurs de LFI n'y trouvent rien à redire. Mais quand il y a un dîner secret, alors là, c'est la catastrophe. C'est l'horreur. C'est la peste. De ce que je réponds, c'est que les motions de censure sont posées par les groupes. Et jamais la gauche, ni LFI, ni le Parti Socialiste, ni les communistes, ni les Verts ont voté une motion de censure du Front National. Vrai. Et vous avez accepté les voix du Rassemblement National. Comment vous faites pour refuser les votes dans un Parlement ? Ça fait pas la une de Libé. Répondez à ma question. Comment vous refusez quand un groupe parlementaire vous le dénoncez, parlons vrai, c'est du faux cul. Ce qui est faux cul, c'est ce qui vient d'être dit. Vous pouvez pas du tout. Vous pouvez pas dire. Vous le dénoncez. Pourquoi vous le dénoncez pas ? Alors Jérôme, il répond pas. Jérôme, moi je le dis. Pourquoi vous le dénoncez pas ? De quoi dénoncer quoi ? Voilà. De faire tomber le gouvernement. Non, mais il trouve ça génial. Un gouvernement. Les voix du Rassemblement National. La Macronie a passé son temps à voter des lois. Les radios sont intelligents, ils ont compris. Bien sûr, ils sont très intelligents. Alors moi j'ai une question. Le dîner est atroce. La langouste est mauvaise. François Bayrou, qui est quand même un allié d'Édouard Philippe, à un moment donné, dit qu'à propos de ce dîner avec Marine Le Pen, il trouve que c'est quand même un mauvais signal donné, parce que oui, quand on a dit que c'était une ennemie de la République et qu'on a participé du Front républicain, même modestement de la part d'Édouard Philippe, c'est pas un bon signal à donner. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Jérôme ? Franchement, vous devez bien être... Est-ce que vous êtes sincèrement dans la rhétorique ? Demandez à M. Bayrou s'il n'a jamais dîné avec Mme Le Pen. C'est fallacieux parce que là vous lancez un truc, personne d'entre nous peut vous vérifier. Vérifier. Ça c'est un sophisme. Si vous êtes des journalistes, vérifiez. Moi, ce qui me semble, Virginie Leguet, Jérôme, pardonnez-moi, je le répète, c'est pas tant que les responsables politiques se parlent entre eux, quelle que soit la famille politique à laquelle ils appartiennent. Ça ne me choque en aucun cas. C'est que d'abord ces dîners soient secrets, qu'ils soient organisés par des conseillers occultes qui n'ont quand même qu'une importance politique que secondaire, sinon celle d'avoir des réseaux, et que Monsieur Philippe dise ah bah oui, j'ai découvert qu'on avait des désaccords très profonds. Non, il n'a pas découvert, il n'a pas dit découvert. J'ai constaté. Voilà, c'est une pauvreté. C'est pas tout à fait la même chose. Pardonnez-moi, Jérôme, c'est une pauvreté politique que je trouve sidérante. Et ça donne, ça alimente le carburant de tous ceux qui disent c'est le système, ils s'arrangent entre eux, ils se parlent entre eux, c'est les copains et les coquins. Pardonnez-moi, ça alimente ça. Je ne sais pas s'il y a des coquins. Et quand vous dites Édouard Philippe a reconnu ce dîner, non, il l'a pas reconnu. Il a fallu qu'on dévoile l'existence de ce dîner pour qu'il dise oui, c'est vrai. Il a dit sur TF1, je crois que c'était sur TF1, une fois que ce hier dîner soir, a été... que ce dîner avait eu lieu. Il aurait pu dire, comme un certain nombre, non, ce dîner n'a jamais eu lieu. Alors on sait très bien que tout le monde dîne avec tout le monde. Enfin, voilà. Moi, je l'ai trouvé quand même très mal à l'aise. Exactement. Je l'ai trouvé très gêné hier sur TF1. Effectivement, il est au pied du mur. Le dîner est divulgué. J'aime bien rencontrer les gens. Il ne va pas en plus mentir en disant que ce dîner, qui a manifestement été l'objet de témoins dans la rue, de voitures, etc. Reconnaissez le fait qu'il n'ait pas menti, c'est déjà bien. Mais comme je disais, mais attendez, le mensonge en politique mérite de quitter la vie politique. Donc on va quand même pas se féliciter que quelqu'un dise la vérité. Enfin non, mais là on est complètement. Quand Monsieur Mélenchon vient à la remise de la Légion d'honneur de Monsieur Patrick Buisson, tout le monde trouve ça très bien. Patrick Buisson, il faut préciser, c'était l'ancien conseiller de Marine Le Pen mais notamment. Pas du tout. Mais moi je trouve pas ça très bien. Mais qui a trouvé ça très bien, Jérôme ? Qui trouve ça très bien ? L'extrême droite. Un intellectuel d'extrême droite, Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Monsieur Mélenchon était là. Il y a un an à peu près. C'est le conseiller de Sarkozy. Et tout le monde a trouvé ça très bien. Il a été conseiller de Sarkozy, mais il vient de l'extrême droite. Il venait de l'extrême droite et il était conseiller aussi. Je pense qu'il a fait pas mal de mal. Il a fait pas mal de mal à Nicolas Sarkozy. Peut-être, mais Monsieur
Mélenchon était là au premier rang. Mais tout le monde a trouvé ça très bien. Personne n'a trouvé ça très bien. Personne n'a trouvé ça très bien. Moi, je trouve quand même la manière dilatoire de dire, bon, regardez ce que font les autres, c'est pas bien. C'est ça, c'est pas... Ça fait pas la une de Libé. Alors écoutez, on se mettra peut-être d'accord tout à l'heure sur la façon dont la gauche met la pression sur le président de la République pour qu'il appelle un président, un Premier ministre ou une Première ministre qui pour l'instant n'a pas de nom, n'est pas incarné. Allez, à tout de suite, on se retrouve sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Et nous sommes avec Virginie Leguet, Rami Slimane, Geneviève Götzinger et Jérôme Dubus. Et là, on va revenir sur la pression que la gauche met sur le président de la République, pression pour qu'il appelle... Ou la pression du président de la République sur la gauche. Alors écoutez, c'est pas exactement les faits, je vais vous dire pourquoi. Parce que communiqué du nouveau Front Populaire, communiqué commun, vous imaginez, ils continuent à discuter en commun, qui mettent solennellement, c'est entre guillemets, en garde le président de la République, Emmanuel Macron, contre le maintien d'Attal à Matignon. Dans Libé encore, la patronne de la CGT, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui dit Emmanuel Macron veut nous voler la victoire. Et puis ce matin. Mais elle est complètement sortie de son rôle. C'est le Front Populaire. Complètement sortie de son rôle. C'est savoir que c'est les syndicats et les partis politiques. Non, mais c'est important. Elle dit notre victoire. Vous avez raison. C'est notre victoire. Non, il n'a pas raison. Le Front Populaire, c'est ça. Les syndicats sont dans le Front Populaire. Oui, dans 1936, les syndicats étaient dans le Front Populaire. Non, on n'est pas en 36, on est en 2024. C'est le Front Populaire. Non, ils sont pas représentés devant les urnes. Ce matin, vous me laisserez pas aller au bout. La contradiction que je voulais mettre en lumière pour vous faire réagir, au-delà de Sophie Binet, qui en effet a un problème de statut parce qu'elle est visiblement devenue politique plutôt que syndicaliste. On referme la parenthèse une seconde. Très bien. La contradiction, c'est que Anne Hidalgo, socialiste, esqualité, maire de Paris, vient parler ce matin chez nos confrères de France Inter des JO, mais surtout, elle parle de la nécessité ou non d'appeler rapidement un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre. Et que dit Hidalgo ? Non, je trouve que Gabriel Attal, si son gouvernement, évidemment démissionnaire, technique, dit-elle, il faut être honnête intellectuellement, restait jusqu'à la fin des JO, avec Darmanin qui a fait un très bon travail sur la sécurisation des JO, ce serait pas mal. Il nage complètement dans la contradiction. Non, mais attendez, elle est dans son rôle de maire de Paris, là. Non, elle parle bien du Premier ministre. Non, mais on est d'accord. Mais dans sa tête, elle est ce dont elle parle. Enfin, il faut que les JO se passent bien dans sa ville. Pardon, il faut que les JO se passent bien dans sa ville. Donc sa tête. Donc quand on parle d'efficacité, là, on parle de choses sérieuses. Là, on dit oui, politiquement, on peut garder le Premier ministre. Mais quand on parle délire, simplement hors sol politique, c'est quoi le poids de la parole d'Anne Hidalgo qui a fait 1,70 au présidentiel? C'est pas un homme de droite qui le dit. On parle avec les chefs. Non, c'est pas un homme de droite qui le dit. Vous n'êtes pas parisien, vous. Ah non, moi je suis du Sud. Non, mais c'est vrai. Il y a un tropisme parisien autour d'Anne Hidalgo que nous, les Français d'ailleurs, nous ne partageons pas. D'ailleurs d'où ? Parce que Montpellier, c'est ailleurs ? C'est ailleurs de Paris. Non, mais elle parle des JO. Vous vous sentez pas concerné par les JO ? Bien sûr que si. Alors il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien. Attal ou pas Attal ? Successeuse ou successeur à Attal ou pas Attal ? C'est ça la question. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, on a besoin d'apaisement, on a besoin d'avoir une proposition d'un Premier ministre issu de la coalition qui a gagné, qui a accepté. Elle n'a pas gagné encore une fois. Non, là c'est malhonnête là. Non, arrêtez. Vous êtes arrivé en tête. Point. Arrivé en tête, donc gagné. Avec 3 composants qui se tapent dessus. Oui, je ne veux pas sur ces mots-là. Vous jouez avec les mots là. Qui on appelle ? On appelle. Non, mais déjà, il n'y a aucune incarnation venue de la gauche. Tout à fait. Il faut que la coalition se mette rapidement d'accord avec un gouvernement, comme ça s'est passé dans des cohabitations par le passé. Je sais pas. Où il y avait des majorités absolues. Oui, mais ça change rien à la loi. Ça change rien à l'esprit. Ça change rien à l'esprit. Il n'y a aucune loi. C'est l'usage. C'est pas du tout pareil. Je pense qu'on a besoin, dans ce moment d'apaisement, on a besoin, les usages républicains doivent être, je pense, respectés. Donc, il faut et la gauche doit se mettre au boulot encore plus rapidement pour sortir un nom, un gouvernement, le président abonde et on laisse la vie parlementaire. Mais pourquoi le président abonderait il fait ce qu'il veut. Oui, exactement. La Constitution lui donne le droit de faire ce qu'il veut. L'article 8 de la Constitution, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui appelle Tintin, oui, au gouvernement. Non, mais c'est pas sérieux. Il peut appeler un technicien. Pour les gens de gauche, c'est un peu ça. Il peut également maintenir Attal. Non, mais il peut également maintenir Attal jusqu'au JO, ce qui serait peut-être pas forcément une mauvaise idée, parce que avoir un ministre de l'Intérieur qui a préparé les Jeux Olympiques, qui en termes de sécurité, ça serait sécurisant, je pense. Il y a quelque chose. Vous parlez de ce que le président peut.
Oui. D'accord ? Et ce que le président doit moralement. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Moral dans cette histoire. Il doit rien. Il peut faire ce qu'il vous veut. interprétez la morale de votre côté. Non, par contre, vous vouliez pas qu'on vous coupe la parole tout à l'heure, vous arrêtez pas de me couper la parole. Non, je ne coupe pas la parole. Quand je vous entends parler de morale, votre argument là. Oui, donc, moi je voudrais répondre. Allez-y. Ah non, finissez parce que vous voulez finir. Alors, non, je vous en prie. Pas du tout. Donc, ce que... Allez-y. Là, vous êtes trop fort, là, je suis battu. Vous avez vu, c'est moi qui vous laisse la parole. Vous êtes courtoise. Rani, je vais vous relancer, Rani Slimane. Je vous relance parce qu'il y a un point tout de même. Comment vous reconnaissez la contradiction entre ceux qui disent très vite, là, le président doit très vite désigner quelqu'un. Et puis, on continue à discuter, on ne sait pas sur qui on va se mettre d'accord. Peut-être Olivier Faure, peut-être Clémence Guette, on ne sait pas qui. Franchement, j'ai pas la même lecture. Honnêtement, j'ai pas la même lecture. Moi, la lecture que j'ai. Il n'y a pas de contradiction là. Moi, la lecture que j'ai, c'est Monsieur le Président. On sait que vous nous préparez un coup fourré parce que vous êtes habitué à ça. Ça s'appelle des procès d'intention. Oui. Pour l'instant, oui, tout à fait. Et il y a de quoi en faire avec Emmanuel Macron et de lui dire. Ça, c'est pas sérieux. J'ai le droit de le penser. Non, et ensuite lui dire voilà, il y a un processus qui est en cours, il va s'achever rapidement, et on fait avec ça. Non, mais déjà, vous lui dites attention, vous n'allez pas appeler la personne qui vous désignera dans 3 jours. Comment ? Donc vous êtes en train de dire au président de la République attention, vous n'allez pas appeler la personne que nous allons désigner dans 3 jours. Moi, je sais pas, je parle pas au nom des partis, je parle au nom de moi. Moi, ce que je sais, et comme beaucoup de Français, je n'ai pas, plus pour certains, confiance en Emmanuel Macron. Non, mais et ça, c'est le sentiment majoritaire dans le pays. Écoutez-moi, c'est le sentiment majoritaire dans le pays. Moi, je ne sais pas ce qui vous permet de parler de sentiment majoritaire. Je ne sais pas, franchement. Et je vais jusqu'au bout si vous m'y autorisez. Si vous m'y autorisez. Il n'y a pas de sentiment majoritaire. Regardez ce que les Français ont dit. Les Français ont dit numéro. Je vois que vous brûlez d'envie de me couper de vos jeux de mots. Mais je ne le fais pas. Je brûle d'envie de le fais pas. Ok, les Français ont dit numéro 1, le nouveau Front populaire. Numéro 2, ensemble. Numéro 3, le Rassemblement national. Ça ne fait pas de sentiments majoritaires. Ça fait des sentiments partagés pour un équilibre politique qui finalement s'inscrit à l'Assemblée nationale. Et moi, je suis très surprise, franchement, pour ne pas dire même choquée. Je suis journaliste, mais je suis citoyenne. Je suis très choquée de voir la France insoumise, le bruit qu'elle fait, le tapage qu'elle fait, les revendications qui sont les siennes. Et pardonnez-moi, la façon qu'elle a eu de dire on va marcher sur Matignon. Mais on est où là ? On fait quoi ? J'ai pas fini, j'ai presque fini. Vous avez repris votre respiration, je crois que vous avez terminé. Pas du tout. Vous inquiétez pas. Et puis on oublie un truc, c'est quand même que le RN c'est 10 millions d'électeurs. Au premier tour. La gauche c'est même au deuxième. Exactement. Et les autres c'est 6, c'est-à-dire que... Ça fait 17 millions qui sont contre le président. Non, pardon. Vous les mettez ensemble. Pardon, ça fait. C'est intéressant. Ça fait un front populaire, un nouveau front populaire qui représente quoi ? 30%. Les électeurs, ça peut être étonnant. Ça fait un nouveau front populaire qui représente quoi ? 30% et qui dit nous on veut tout. 30. Non, pas 30. Non, pas 30. Un nouveau front populaire. On voit pas 30 du tout. 25, je crois. 25. Bon, 7 millions de voix. Et qui dit nous on veut Matignon, on veut Bercy. J'ai entendu hier un Coquol dire oui, Bercy, moi je m'y vois très. des Finances. Non mais attendez, au nom de quoi ? Pardonnez-moi, au nom de quoi ? Et puis alors j'en terminerai en disant que le nouveau Front populaire finalement il s'est pris à son propre piège. S'il avait avant les résultats, désigné en son sein un Premier ministre potentiel, comme on lui a demandé pendant des semaines, mais là il était incapable de le faire, mais il aurait finalement tout de suite, après les résultats, pu dire ah ben nous on a notre Premier ministre. Le Rassemblement national avait Jordan Bardella. Donc finalement le choix était clair. Vous n'avez pas... Donc vous voulez Jordan Bardella Non, mais arrêtez. Mais je comprends pas. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas une proposition. Vous ne réfléchissez pas à ce que je dis. Non, pas du tout. Je réfléchis, je suis pas d'accord. Je dis qu'à force de ne pas avoir voulu choisir de Premier ministre, ils sont... Voilà, exactement. Ils sont dans la mouise aujourd'hui parce qu'ils n'y arrivent toujours pas, ils perdent du temps. Effectivement, ils donnent l'impression de ne pas s'entendre. Pardonnez-moi, j'entends Olivier Faure dire une chose, j'entends la France insoumise dire une autre chose, ils ne s'entendent pas. Moi, j'ai entendu tout, en tout cas Olivier Faure. Ils sont tous d'accord simplement pour dire sur le fait qu'on va faire on va proposer ils vont proposer un gouvernement de gauche. Ils sont d'accord sur ça. Là, ils se mettent d'accord sur le nom. Ils sont mis d'accord sur un programme. Sur le partage des circonscriptions, d'ailleurs, je tiens à rappeler quand même Hidalgo, que le grand méchant Jean-Luc Mélenchon a lâché plus d'une centaine de circonscriptions. Attendez, non mais je dis comme ce qui s'est passé. Ce qui fait que c'est la rendu possible. Il a fait 10% européennes. Elle lui appartenait. Il a fait très bien comment ça fonctionne les partis politiques. Il a fait 10% européennes. Arrêtez. Écoutez, Emmanuel Macron a lâché des circonscriptions à Horizon. J'ai été extrêmement choqué par ce qui a été dit tout à l'heure en invoquant cette affaire de droit de la morale. Bon,
je suis désolé, on est dans une situation qu'on n'a jamais connue sous la Ve République, et à une situation nouvelle, réponse nouvelle. Donc dire que Emmanuel Macron ne cède pas au diktat de la gauche, je suis désolé, moi je le soutiens. Parce que, vous avez fait 25%, il a le droit de le dire. Deux, vous avez fait 7 millions de voix, donc vous êtes très 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 loin d'une majorité, vous avez 182 députés, je vous accorde bien quelques gens de divers gauche, ça fait peut-être 200, il vous en manque 89. Il vous en manque 89 pour avoir une majorité absolue. Je suis content d'être le chef de parti. Bon. Deuxièmement, il peut y avoir une autre coalition, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est une coalition, moi, que j'appelle de mes voeux depuis 2 ans, et si on l'avait faite, on ne serait pas dans cet état-là. En 2022. Mais bien sûr, un contrat de gouvernement avec LR. Et quand vous discutez avec les gens de LR, je suis désolé, on est d'accord sur à peu près tout. Mais ce qui n'est pas non plus une majorité absolue, qui n'a pas d'avantage, qui n'aurait pas d'avantage de majorité absolue. On verra ça dans un instant. Simplement, je voudrais tout de même, pardon, mais Rani, c'est vous qui défendez ici, là, devant nous. Moi, je défends mes convictions. Non, très bien. Mais en l'occurrence, je vous ai cité Anne Hidalgo. Mais il y en a une autre aussi qui d'accord, elle soutient le Front Populaire et elle est la patronne socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, qui dit on pourrait peut-être s'entendre avec Renaissance pour faire une coalition. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas d'homogénéité. Ah mais oui, mais alors chez LR, vous avez la même chose. Il y a ceux qui sont avec Wauquiez, ceux qui sont avec Ciotti, ceux qui veulent, comme avec M. Dubus, s'entendre avec la majorité. Sauf qu'ils prétendent gouverner. Mais LR aussi prétendent, tous les partis politiques prétendent à gouverner. Là, c'est vraiment de la rhétorique. S'ils ne veulent pas gouverner, il ne faut pas qu'ils soient... Il ne faut pas faire de la politique. Si vous voulez pas gouverner... Je suis étonné que vous disiez c'est au chef de parti de décider. Moi, je vois en tout cas que pour l'instant, les chefs de parti du nouveau Front Populaire, ils sont incapables d'avancer. On voit bien que ça achoppe. Et pardonnez-moi de vous dire, ils sont d'accord sur un programme? Non, ils ne sont pas d'accord sur un programme. Il y a un programme qui s'appelle le programme du Front Populaire. Oui, mais qui a été ficelé en 3 jours. C'est Olivier Faure qui est contesté, c'est Clémence Guettet par la France Insoumise qui veut absolument que ça soit quelqu'un de la France Insoumise qui aille à Matignon. Pardon, ils ne sont pas d'accord. Mais on sent que Marine Tondelier s'y verrait bien également. Donc en fait, tout le monde veut y passer son candidat. Mais je vous trouve vraiment une malhonnêteté intellectuelle, excusez-moi de le dire, dans tous les partis politiques, dans tous les... Attendez, c'est jamais arrivé. Dans l'histoire de la République. Non, ça s'est jamais passé comme ça. En première cohabitation en 86, la formation politique arrivait en tête, alors avec une majorité absolue, à la proportionnelle, avec une majorité absolue. Non, majorité absolue, ça change beaucoup les choses. Venait du RPR, ça a été Jacques Chirac. 93, rebelote, Édouard Balladur. 97, rebelote en sens inverse, Lionel Jospin, premier secrétaire du PS. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, c'était solide et que le leader du parti arrivé en tête, effectivement, était choisi par le. Donc dans ce cas-là, c'est le Rassemblement National. Donc ça veut dire qu'il faut nommer le Rassemblement National. Est-ce que vous permettez, non, mais c'est le groupe majoritaire. Je vais m'adresser à celui de gauche et à celui qui est le plus jeune d'entre nous ici. Est-ce que vous permettez qu'avec ma barbe blanche, je rappelle au jeune Rani Slimane qu'en réalité, ça n'a pas été le cas de cette façon, avec un tel foutoir et une telle discussion depuis 58. C'est-à-dire la totalité de l'histoire, y compris dans les cohabitations de la Ve République, ont amené à chaque fois ce que décrit Jérôme, c'est-à-dire une forme de stabilité dès le résultat, y compris quand il était hostile au président de la République. Le vote était plus stable. Parce qu'il y avait des majorités absolues. On est tous d'accord. Mais ça change tout. Aujourd'hui, c'est ça, Rani, ce qu'on vous dit. Oui, je suis pas sourd et j'entends, et même il m'arrive parfois de comprendre. On est d'accord que depuis 58... Je ne pas, moi. Non, il m'arrive de comprendre. Et depuis ça... Moi, je dis pas ça de vous, c'est une insulte de me laisser croire que je vous insulte. Je me permets pas. Depuis 58, effectivement, on n'a jamais eu un résultat pareil. On est tous d'accord sur ça. Une tripartition comme ça, c'est jamais arrivé. Alors, on va parler alliance dans un instant, mais d'abord, évidemment, la petite pause. Vous êtes sur Sud Radio, restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. On peut comprendre que ce soit dur de se mettre d'accord après un tel chamboulement de la culture politique française. Et nous sommes là avec Rani Slimane, avec Virginie Leguet, avec Geneviève Götzinger, avec Jérôme Dubus pour évoquer, alors après avoir discuté du dîner secret qui ne l'est plus du tout, évidemment, d'Édouard Philippe avec Marine Le Pen. Ça, Jérôme, on en a trop soupé. C'est un moment d'autoflagellation, Jérôme d'Horizon. Oui, j'ai compris. Alors, attendez. Il en a soupé. Une alliance possible à droite, parce qu'évidemment, ça, c'est pas dans notre culture.
sûr, hein, elle n'a pas été discutée avant, mais tout d'un coup, on a vu poindre hier Édouard Philippe d'abord, et puis d'autres encore, qui disent, après tout, LR pourrait revendiquer Matignon. Édouard Philippe plaide, lui, alors qu'il n'est pas LR, mais il est issu de cette culture-là. Il dit, finalement, on pourrait avoir un accord technique avec eux, puis faire la démonstration arithmétique que le nombre d'ensembles plus les LR, ça serait plus que le Front Populaire, et donc finalement, on pourrait prétendre aller à Matignon. Enfin, quelle est la cohérence, alors que c'est pas du tout dans la tradition de la Ve République? Les discussions, elles doivent avoir lieu avant l'élection, pas oui, après. Mais là, tout le monde a été surpris par le résultat de l'élection. Donc moi, je plaidais pour un accord LR En Marche à l'époque, Renaissance, Horizon, en 2022, légitime. Quand il n'y a pas eu de majorité relative. On n'en serait pas là aujourd'hui. Bon, le président ne l'a pas voulu parce qu'il voulait... Quand il n'y a pas eu de majorité absolue, vous voulez dire? Oui, quand il y a une majorité relative en 2022. Oui, absolument. Mais plus confortable quand même pour Bonne qu'aujourd'hui. Si on avait eu la pointe de LR, effectivement, on n'en serait pas là. Bon, le président ne l'a pas voulu, il préférait des débauchages individuels. LR ne l'a pas voulu non plus parce qu'il ne savait pas sur quel pied danser entre, on l'a vu, une alliance factice avec le Rassemblement national ou une alliance en bonne et due forme sur des vraies valeurs et un pacte de gouvernement avec la majorité présidentielle. Bon, ça s'est pas fait. Maintenant, c'est peut-être pas trop tard. À 230 députés, je suis désolé, voire peut-être un peu plus, on peut y arriver ponctuellement. Je vais être d'accord avec lui. Pourquoi, oui. Geneviève Göttinger, elle peut parler. Pourquoi essayer de bâtir des trucs qui n'ont aucun sens, en fait? Si LR avait voulu... Parce qu'on a une situation nouvelle, Geneviève, on a 3 minorités. Non, mais on est d'accord, mais moi je pense qu'il faut en revenir aux usages, en fait. Il y a des usages de la Ve République. Donc il y a une coalition majoritaire. Et voilà, il faut que cette coalition ait un premier ministre. Non, mais elle n'est pas majoritaire, c'est bien le sujet. Elle a une majorité relative. Elle n'est juste pas majoritaire. Elle est arrivée en tête. C'est une façon rhétorique de dire les choses quand même différemment. Elle a une majorité relative. Très relative. Oui, mais ça serait également une majorité relative. LR. Un petit peu plus. Plus cohérent sur le fond. À la condition que dans ce cas-là, ensemble reste unis. Ce qui n'est pas comme gagné si vous avez comme une aile gauche ensemble. Non, je suis d'accord. Voilà, donc... Non, mais Geneviève, je suis d'accord. La logique institutionnelle tendrait quand même à ce que le président de la République nomme un Premier ministre issu de la coalition qui est arrivé en tête à cette élection législative. Le premier, comme ça se fait en Italie. Exactement. Donc que ce soit Olivier Faure, par exemple, qui est plus modéré que beaucoup d'autres et qui donc peut-être serait davantage acceptable. Avec lequel ça pourrait... Avec lequel une cohabitation avec Emmanuel Macron serait peut-être moins compliqué intellectuellement à imaginer. Et puis ensuite, on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ensuite, il est potentiellement renversé par une puisqu'il n'a pas de majorité absolue. Il est potentiellement renversé. Mais donnons quand même une chance aux institutions de fonctionner en arrêtant d'imaginer d'autres scénarios qui aujourd'hui ne tiennent pas davantage la route que celui-là. Je vais être d'accord avec vous dans le sens où oui, il est possible qu'il y ait d'autres coalitions qui émergent. Ça, personne ne le met en question. Moi, si demain LR et les macronistes se mettent d'accord. Mais ce qu'il faut, et là, c'est là où je tente de votre côté, c'est qu'il y a l'usage. On fait d'abord, c'est une question d'ordre de priorité d'arrivée, et il est possible que la gauche ne mette pas d'accord. Mais dans ce cas-là, il y a une autre coalition qui peut se créer. Mais ça, c'est comme ça dans tous les pays, dans toutes les démocraties matures. Donc, keep calme. On se calme un petit peu. On est très calme. Dites-le à vos amis. Qui veulent marcher sur Matignon. Dites-le à vos amis de rester un peu calme. Mais moi, j'ai trouvé Jean-Luc Mélenchon très calme ces derniers jours. Alors moi, je l'ai trouvé pas du tout calme. Voilà. Jérôme Dubus. Monsieur Quatennens qui veut marcher sur Matignon, formidable. Ça commence bien. Jérôme, vous permettez que je vous interroge? Mais avec plaisir. Tout de même, j'ai une question. Parce que pour vous, qui êtes au courant de ce qui se trame ou ce qui se propose du côté d'Horizon, par exemple, courant des dîners et de Renaissance. C'est vous qui revenez. Bon, eh bien, tout de même, les Français ont une culture politique, et là, on leur dit, faut changer de culture, faut s'adapter au parlementarisme qui n'existait plus depuis la 4e République. Et vous n'êtes pas le premier à considérer tout de même que les Français pourraient s'interroger et se dire, mais on est trahi si finalement la tradition qui veut qu'on appelle d'abord quelqu'un du groupe arrivé devant n'est pas respectée. Mais cette tradition, elle a eu lieu. Mais non, parce que cette tradition, elle a eu lieu lorsque l'opposant ou la majorité avait une majorité
absolue, même une majorité relative en 2022. C'était la première fois qu'il y avait une majorité relative depuis Rocard. Rocard a été appelé par Mitterrand parce qu'il était le prétendant numéro 1 avec une majorité relative du Parti socialiste. Il a agrégé un certain nombre de centristes qui sont rentrés dans le gouvernement et qui sont venus faire l'appoint du Parti socialiste et du Parti communiste d'ailleurs, puisqu'à l'époque LFI n'existait pas, pour avoir des majorités absolues. Bon, mais c'est comme ça que ça marche. Mais là, les Français nous ont envoyé une majorité ingouvernable. D'abord, celui qui est arrivé le premier sur le fil. Mais attendez, le premier sur le fil, je suis désolé, quand vous faites l'addition... Quand vous faites l'addition d'ensemble plus LR, si ça marche, moi je ne sais pas si ça va marcher. C'est une hypothèse. Laurent Wauquiez, qui prétend être le candidat en 2027 de LR. Mais c'est à LR de nous dire si ça peut marcher ou pas. Et M. Ciotti, lui, est parti déjà avec... Non, mais Ciotti, je l'écarte. Il est dans le RN. Il est avec ses 15 députés RN. Il est toujours président Il est toujours président de LR. Pour moi, M. Ciotti est hors jeu. Je parle des 60... Laurent Wauquiez, en revanche, je parle des 60 députés LR divers droite qui sont élus depuis dimanche soir, et je parle des 165 députés ensemble qui sont élus depuis dimanche soir. 165 plus 60, excusez-moi, ça fait plus que 182, même si je monte les divers gauche à 200. Voilà, c'est tout. Deux observations, si vous m'y autorisez. D'abord, pourquoi cette coalition ne s'est-elle pas faite depuis 2022 ? Emmanuel Macron était en nombre, sa majorité relative était plus importante à l'époque, et il semblerait que les LR ne sont pas d'accord entre eux. Non, et qu'ensemble n'était pas non plus pas d'accord. Pardon, Emmanuel Macron n'a eu de cesse que de dépecer. Mais parce qu'il a préféré le débauchage à l'accord gouvernemental. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, si vous m'y autorisez. Pardon. Et alors, il me semble que monter cette coalition, alors qu'elle aurait pu se monter depuis 2 ans, maintenant, de façon... j'allais dire, post-résultat me semble un peu particulier. Mais c'est pas ça le changement de culture alors ? Le changement de culture, il n'est pas là à mon avis. Le changement de culture, il est même du côté du nouveau Front populaire. Tout le monde gagnerait à se dire, les résultats sont assez équilibrés, les 3 groupes sont assez proches les uns des autres, ouvrons un peu l'affaire. C'est ce que Carole Delga, la présidente socialiste d'Occitanie, là, je trouve que le dépassement a un vrai sens, et pour l'instant, personne ne donne le signal de ce dépassement. Chacun dit, c'est moi, donc c'est à moi que ça revient. Et j'en termine. Quelle serait la réaction de l'électorat de droite et de l'électorat du Rassemblement national s'il devait y avoir un gouvernement de gauche après ce qui s'est dit dans les urnes? Pardon, c'est un tiers. Un tiers, ça ne fait pas de majorité, quel que soit le côté. Et donc, il y aurait une orientation à gauche au nom d'un programme qui aurait été accepté par qui ? Par combien de Français ? Je trouve ça, moi, personnellement, extrêmement... C'est grave ce que vous dites. Non, mais écoutez ce que je dis simplement. Oui, je trouve que c'est grave. Mais non, pesez vos mots, écoutez ce que je dis. Oui, je vous écoute, je vous entends, à 30%, on dit... Et je trouve que c'est grave. À 30%, on dit, c'est mon programme et rien d'autre. Non, pardon, non. Non, alors... les 30%, ils sont arrivés en tête aussi parce que les électeurs voulaient faire barrage au Rassemblement national. Il y aurait une orientation à gauche. Moi, je pense que ça ne tiendrait pas de toute façon. Il y aurait quoi ? Vous dites qu'il y aurait une orientation à gauche. Je pense que de toute façon, ça ne tiendrait pas. Je pense que ce gouvernement serait renversé extrêmement rapidement, de toute façon. Donc, mais en revanche, il est dans la logique institutionnelle, dans la coutume, dans les traditions, le premier à l'appeler. De nommer effectivement un Premier ministre issu du groupe le plus important ou de l'alliance la plus importante. Et puis après, on voit. Et après, c'est évident que ça ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord, ça ne peut pas fonctionner. Donc on ne peut pas dire ça, alors. Parce que si on est sûr que ça ne peut pas fonctionner, autant l'éviter. Alors moi par contre, je vous réponds que cette démonstration-là qu'il faut faire cette démonstration pour l'efficacité, mais il faut respecter les. Attendez, on a des sujets quand même extrêmement importants à régler. Il y a quelque chose qui moi me semble important, c'est que là on est dans une situation où, et on est tous d'accord, il y a eu des votes, on va dire répartis à peu près en 3 tiers. En 3 tiers, avec un tiers qui est un peu plus devant, un qui est un peu plus derrière, il était censé être majoritaire, il l'est pas. Je parle du Rassemblement national. Voilà, c'est les résultats. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que moi, ce que je vois sur le terrain, chez les gens, chez les Français, on est comme dans un bâtiment en feu et tout le monde veut sortir. Il y a une porte à droite et une porte à gauche. Ce que je sais, c'est que si là, la porte à gauche s'ouvre, vous avez un paquet de gens qui ont peut-être fait un choix, qui changeront d'avis. Moi, c'est mon opinion, c'est ce que je pense. C'est pas du tout ce que je ressens sur le terrain. Moi, c'est exactement l'inverse. Vous savez ce que vous allez faire ? Vous reviendrez dans Mettez-vous d'accord dans les jours qui viennent avec les uns et les autres. Merci d'avoir débattu librement ici avec nos tons respectifs. Ce sera Philippe David dans quelques
quelques instants, Sud Radio dans tous ses états. Et je vous promets encore du débat sur Sud Radio. Et on se retrouve demain, jeudi. Demain matin, jeudi. Allez, bonne journée à tous et restez avec nous.